la dichotomie producteur-non producteur, tu verras chez Tatiana, c'est des gens qui fabriquent des vrais trucs contre des gens qui fabriquent des services. Tu vois. Elle a l'incapacité de comprendre que le process de production et de circulation est une totalité. Moi, je ne fais pas dans le fantasme. Je vous l'ai déjà dit ici, moi, je suis très orientée sur les questions pragmatiques, les questions du réel et pas dans le monde des idées. Le cœur de la pensée conservatrice, c'est de considérer qu'eux, ils viennent pas des idées. Ça veut pas dire qu'ils sont pas idéalistes. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin de se revendiquer des idées pour être idéaliste. Couverture, en passant par l'ébénisterie et la charpente. Tu vois, là, elle va citer aucune grande entreprise. Tu vois, alors que c'est producteur par excellence. Tu vois, mais quand elle prend des exemples concrets, vraiment, tu vois, elle va vers le monde de la petite bourgeoisie, qui est un monde marginal finalement maintenant, en fait. Donc à première vue, il y a des gens qui tentent d'opposer toutes ces catégories de personnes. Hein. Il y a les agriculteurs d'un côté, et puis les ouvriers qui sont salariés, et puis les artisans qui sont des chefs d'entreprise. Oui, Tatiana, je considère que c'est pas la même chose d'être boulanger, d'être salarié chez Ikea et d'être agriculteur. Parce que ton rapport de production n'est pas le même. Effectivement, je divise la société en classes. Et c'est ce qui fait que nous sommes, nous, de gauche et toi, tu es de droite. Il faudrait qu'on intègre tous des écoles de commerce ou des facs de sociologie qui ne servent strictement à rien pour finir consultant ceux qui ne servent strictement à rien et qui ne produisent rien. Mais par contre... Tu vois, tous les boulangers sont bons en soi. Tous les consultants sont mauvais en eux-mêmes. Je ne suis pas là pour défendre les consultants, etc. Mais tout ça, c'est un aspect... c'est vraiment la pensée petite bourgeoise de séparer les deux. C'est un aspect général. Aujourd'hui, si on veut aller plus loin, pourquoi il y a autant de consultants et pourquoi, je sais pas, 120 000, 150 000 consultants en France, ça doit peser, je sais pas, peut-être plusieurs milliards, 20 milliards, etc. Pourquoi il y a autant de consultants? Et parce que le système de production capitaliste est en crise. C'est la crise du capitalisme qui fabrique l'essor des consultants. La crise de la productivité et donc des unités de production, les usines, les regroupements de capitaux, etc., sont incapables de fabriquer de la valeur supplémentaire par des gains de productivité, par des nouveaux débouchés, etc. Et donc, ça fabrique des consultants qui viennent pour dire « Putain, mais vous avez fait 100 millions d'euros telle année, comment on va faire 110 millions l'année prochaine ?» En fait, plutôt que d'interroger les consultants sur leur utilité ou leur non-utilité, la question c'est pourquoi il y a autant de consultants? Parce que le système capitaliste est en crise, que la majorité des cadres des entreprises aujourd'hui ne sont plus capables de fabriquer de la valeur supplémentaire, la productivité est en berne, les débouchés sont en berne, etc. Donc bah, ça fabrique des gens qui essayent de trouver des idées pour pouvoir essayer d'aller gratter un petit peu plus de finances. Alors ça va être du cost-killing, ça va être de la réorientation de la production, ça va être de l'optimisation, etc. De la même manière qu'il y a des gens sur YouTube qui écrivent des livres auto-financés pour justement aider les gens à trouver des bonnes idées politiques, etc. Ben voilà, Tatiana, c'est ce qu'elle fait. Elle est consultante et elle est payée en tant que consultante en bullshit de droite. McKinsey, BCG, etc. sont des entreprises qui sont apparues dans les années 20, dans les premières grosses crises du capitalisme, pour gérer les crises, c'est-à-dire les moments de surconcentration du capital, suraccumulation et les moments de baisse tendancielle du taux de profit. Je le rappelle encore une fois, hein, mais la seule source de création de richesse, c'est bien la production. Et on se dit, en fait, il y a beaucoup d'argent fait avec les producteurs. Et les consultants, c'est des rapaces, des vampires qui viennent prendre de l'argent des producteurs, etc. Tu vois. Mais non, en fait, justement, Tatiana, s'il y a des consultants, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent fabriqué avec la marchandise. Ça veut dire quoi, ce qui est essentiel à notre survie? En quoi un mec qui est boulanger, qui fabrique du pain, c'est pas essentiel à notre survie, le pain? Je peux bouffer du riz, tu vois. T'as quand même dit un truc grave. T'as dit des trucs misogynes, t'as appelé à voter RN, ça passe. Mais t'as quand même dit le pain, on peut s'en passer. J'espère que les gens ont entendu. Et j'espère que tu paieras pour ça. On est en France, monsieur. La baguette, le croissant. Non, mais je le crois pas vraiment, mais voilà, quoi. Le pain au chocolat, et non pas la chocolatine. S'il y a des gens qui disent chocolatine ici, ça dégage. Le spéculateur à Wall Street, il spécule sur la base de biens produits malgré tout, même si ensuite il crée de l'argent, on ne sait pas comment. Mais ça n'a aucune valeur dans le monde réel et dans le monde matériel. Tout ça n'est qu'un ersatz, n'est qu'une partie de la division du travail capitaliste. Les traders, pour être
en dehors du mode de production, il faudrait que les traders, par exemple, aient un mode de production en eux-mêmes. Et ce serait une classe, tu vois. Le trader ne porte aucun mode de production en lui-même. C'est juste un sous-fifre du propriétaire du capital. On n'a plus d'usines, qu'on a délocalisé tous nos moyens de production à l'étranger, et que du coup, on est dans la merde. Jamais elle va dire, mais comment on arrive quand même à être la 7e puissance mondiale, à financer une armée impérialiste, alors qu'on fait produire par des Chinois? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un processus. Je ne suis pas sûr qu'elle dise le mot une seule fois. Il y a un processus d'exploitation. Ouais. Ça, on ne va pas l'entendre. Que ce soit les agriculteurs qui travaillent comme des malades 7 jours sur 7, 80 heures par semaine pour même pas se ramener un SMIC à la fin du mois. Il n'y a pas des grands agriculteurs qui font de l'intensif et qui eux s'en mettent plein les fouilles. Non, ils font tous 80 heures par semaine. Dans une entreprise, le consultant en communication pour les stratégies marketing qui a un emploi de cadre est 15 fois plus payé qu'un ouvrier qui fabrique de fait le produit fini. Là aussi, est-ce que c'est normal? Je ne le pense pas. Les chefs d'entreprise, tous les gens qui travaillent dans le domaine de la production et qui ont des petites entreprises ou des entreprises individuelles, qui eux croulent sous les charges. Les producteurs, qu'ils soient artisans, ouvriers ou paysans, sont soumis à une pression financière qui est beaucoup plus forte que les autres corps de métier. Et encore une fois, agriculteur, c'est un métier d'intérêt public. Consultant pour McKinsey, non. Fabriquer des voitures, des machines à laver ou des médicaments, c'est d'intérêt public. Réfléchir à une stratégie de marketing, d'influence sur les réseaux sociaux pour une start-up qui vend des solutions connectées qu'elle ne produit pas à des entreprises qui vivent elles-mêmes de subventions, voire parfois même d'aides de la PAC, alors que ça n'a rien à voir avec l'agriculture, ça, ce n'est pas d'intérêt public. Elle ne se rend pas compte de l'interdépendance de tous les métiers de la division du travail. Elle est incapable de penser que le système de production est un tout et que enlever une partie remettra en cause fondamentalement la seconde. Si t'es mauvais au collège, on t'envoie en filière professionnelle. Mais pareil, ça fait pas un projet pour une société. Ça fait pas un projet pour... Non mais ça c'est ouf. C'est Tatiana qui parle du réel. Ça fait pas un projet pour une société. C'est comme ça que la société française fonctionne depuis près de 100 ans, Tatiana. Il y a un système de production dont on peut remettre en question au nom d'une classe, tu vois. Nous, on va le faire au nom de la classe ouvrière. On va dire, oui, la société aujourd'hui croît, techniquement, matériellement, intellectuellement aussi, mais sur l'exploitation d'une classe, tu vois. On considère qu'elle va croître bien mieux techniquement et bien mieux intellectuellement sans l'exploitation. C'est ça notre vision du monde ouvrière. C'est pas une critique morale, c'est pas une critique technique, c'est une critique concrète. On se dit, oui, aujourd'hui, la société est efficace, mais elle pourrait l'être bien plus si elle se débarrassait de l'exploitation. Et ben non, Tatiana, elle dit, ça marche pas. Mais ça n'a aucun sens. La société fonctionne. Et ça, c'est la vraie critique qu'on peut faire de la division du travail. Ouais, la division sociale, c'est-à-dire qu'on spécialise des gens. On spécialise des gens dans certains types de métiers. Dans un système bourgeois qui postule l'égalité de chacun, la liberté, etc., il faut arriver à faire en sorte de légitimer que un tel sera médecin et l'autre sera caissier. Donc ça se fait avec une institution qui s'appelle l'école. Voilà. Même les filières professionnelles, de toute façon, maintenant, c'est de plus en plus orienté vers des métiers qui sont des métiers de service et non plus des métiers de production. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. À quel moment je sais pas, dans l'entreprise Apple, par exemple, tu dis Apple pourrait tourner sans tout ça, et en gardant que ça? Et ça n'a absolument aucun sens. On parle de capitalisme, de gens dont l'objectif est de réduire tout le temps la seule marchandise sur laquelle ils ont des effets de levier directs, c'est-à-dire la marchandise travail, ce qu'on appelle augmenter le taux d'exploitation. Si c'était si évident, alors je propose à Tatiana d'aller expliquer à Apple, à Microsoft ou à Total ou à Stellantis, tu vois, comment ils peuvent gagner plus d'argent s'ils ont toute une masse de gens inutiles et qui pourraient faire exactement la même production de voitures sans tous ces gens. D'accord? Avec leurs spécificités. À quoi ils servent? Est-ce qu'ils servent à créer des débouchés aux voitures?
le marketing, etc., la publicité? Est-ce qu'ils servent à renouveler la voiture, les designers, justement, pour renouveler la consommation? Est-ce qu'ils servent dans la logistique, acheminer les pièces, etc.? Est-ce qu'ils servent dans le pur encadrement, faire en sorte que les données remontent à la direction pour qu'ils puissent prendre des décisions, etc., sur le dos des ouvriers? Tout ça, Stellantis ne tient pas que avec les producteurs, tu vois. Donc, si c'était des gens purement parasitaires, ça fait longtemps qu'ils auraient disparu. La force du marxisme, c'est d'avoir conçu ce que Marx appelait le fétichisme de la marchandise, et ensuite, Lukács l'a prolongé, la réification, c'est-à-dire de dire le processus social de production de la marchandise capitaliste, d'accord, est tellement spécialisé, aliénant, etc., que les gens c'est la phrase de Marx, les producteurs sont séparés de leurs produits. Et donc le fétichisme de la marchandise, c'est de ne plus comprendre le process de production sociale de la marchandise, comme si elle apparaissait telle qu'elle est. C'est-à-dire, on confond le fétiche avec le rapport social qu'il est censé avoir. Voilà. Tout ça, c'est le vrai travail des marxistes, de montrer ça, et de montrer comment, plus tu es éloigné de la production, parce que ça, c'est la thèse de Lukács, plus tu es éloigné du concret, tu vois, donc tu es dans les classes intermédiaires et dans la bourgeoisie, plus le fétichisme de la marchandise, il est important. Et donc Graeber, il arrive là-dessus, en 2000, dans les années 2000, et dans des sociétés où il y a énormément de classes intermédiaires, support, logistique, énormément de surconcentration du capital, et donc de division du travail, et donc de travaux administratifs. Et là, il se rend compte quoi? Il se rend compte en faisant l'enquête qu'il y a des gens qui sont dans le fétichisme de la marchandise, qui ne comprennent pas ce qu'ils font, tu vois. Et il se dit, puisqu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, c'est qu'ils servent à rien. Tu vois. Ça, c'est sa conclusion. Donc, comme il ne trouve pas d'explication là-dessus, il vient en disant, en fait, c'est parce que le travail, c'est aliénant, et donc, on invente du travail, les dominants inventent du travail inutile pour pouvoir nous obliger à travailler et nous aliéner. Il y a des bullshit jobs, des boulots qui servent à rien, mais qui sont produits par des dominants qui veulent juste nous occuper pour nous forcer à travailler. Bon, c'est un discours qui tient pas la route. Pourquoi il y a des bullshit jobs qui sont... Alors, c'est ça qu'il faut comprendre. Qui sont peut-être bullshit pour Tatiana. Bullshit pour X ou Y avec des jugements de valeur. C'est ça. Ça, c'est pas le problème. Mais qui ont un intérêt dans le process de production généralisé. Les gens aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, prennent des types pour faire des PowerPoint, des tableaux Excel, etc. C'est parce qu'ils sont dans la baisse tendancielle du taux de profit. C'est qu'ils essayent de trouver des solutions qu'ils n'ont pas en interne, ou des idées qu'ils n'ont pas chez eux, etc. C'est aussi ce qu'il faut bien comprendre, la tendance généralisée aussi du capitalisme. Comme il est concurrentiel et que le but des capitalistes pour pouvoir gagner de l'argent, c'est d'être en avance sur le concurrent, etc. Eh ben, il leur faut des spécialistes, des mecs qui leur disent les tendances du marché, les nouvelles machines qu'il va falloir mettre en place, etc. Et tu as des gens qui n'arrivent plus à fabriquer du profit et qui pensent, comment dire, réellement, sincèrement, que faire appel à des consultants, ça va les aider à retrouver des gains de productivité, des logiques de profit. C'est comme ça que McKinsey, BCG, Accenture, toutes ces grosses boîtes de conseil prospèrent. Ça a une utilité concrète dans la totalité de la production. Nous, on est communistes. Le communiste doit mettre à bas le métier de consultant, puisque ce métier n'existe que par la volonté de fabriquer du surprofit. Mais c'est une conséquence. C'est que ce qu'il faut, c'est s'attaquer au mode de production. Si demain tu abolis les consultants, tu ne remets pas en question l'exploitation. Donc il ne faut pas confondre. C'est pas parce que quand tu abolis une conséquence, tu n'abolis pas la cause. Ces consultants, ils vont servir, par exemple, à prendre les coûts de l'entreprise et puis à les rationaliser, à les comparer avec des standards internationaux que toutes les entreprises essayent de faire, etc. Et dire, par exemple, il y a trop de personnel, il y a un rapport ETP EBITDA trop important, et donc il va falloir virer 60 personnes. On est tous d'accord pour dire que c'est inique, c'est dégueulasse, mais ça, c'est pas consubstantiel au consultant, c'est consubstantiel au capitalisme. Voilà, ça sert à ça. Et c'est pour ça que les gens, on essaye de comprendre pourquoi il y a des consultants et pourquoi il y en avait 1000 fois moins il y a 30 ans, parce que le système était encore
mus par des gains de productivité et de la croissance. Aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de consultants en achat. Pourquoi? Parce que les matières premières ont pris de l'inflation avec des logiques géopolitiques ou avec des logiques de la spéculation. Et il y a des entreprises qui ont besoin de payer des gars pour être sûr qu'ils achètent leur matière à bon prix, etc. Il y a des gens qui sont spécialisés, parce qu'on est dans un monde de surspécialisation, dans l'analyse des marchés de l'huile, de la farine, etc., du blé, etc. Ces gens-là donnent des informations, donnent des conseils, etc., à des chefs d'entreprise qui leur servent à prendre des décisions parce qu'ils n'ont aujourd'hui pas la masse d'informations pour, c'est-à-dire performer en tant que société capitaliste, c'est-à-dire fabriquer du profit. N'oubliez jamais que dans le rapport social capitaliste, l'objectif final est de fabriquer du capital, transformer de l'argent en capital. Ce n'est pas comme ce que croit Tatiana, de fabriquer des marchandises pour des marchandises et fabriquer de l'argent en revendant des marchandises. Non, la marchandise sert à fabriquer du capital. Donc, à la fin, un chef d'entreprise, qu'il soit petite, grande, moyenne entreprise, il analyse la performance de son entreprise, non pas au nombre de maisons qu'il a construites s'il est maçon ou s'il s'appelle Bouygues, non pas au nombre de voitures qu'il a fabriquées s'il s'appelle Stellantis ou s'il s'appelle Renault-Nissan, il l'analyse au niveau d'excédent brut d'exploitation qu'il a fabriqué à la fin de l'année. Point. La gogole à cheveux bleus qui a fait sa thèse sur le sexisme dans Buffy contre les vampires à Paris 8, bah, elle sert à rien. Je suis désolée pour elle, mais elle sert à rien. Elle, à quoi elle sert? Qu'elle essaye de nous convaincre, Tatiana. À quoi elle sert, elle? Moi, je veux juste savoir. Elle pense que la gogole à cheveux bleus, bon, elle sert à rien. Donc, film de merde de Keshish. Film de merde de Keshish, comme d'habitude, La vie d'Adèle. On se rappellera que cette merde de Keshish a permis aux droitards de s'inventer ce truc à cheveux bleus, quoi. Elle met au même niveau l'argent dépensé en sociologie pour des thèses dont elle se fout que McKinsey. Tu vois, prendre un gars qui dit McKinsey c'est dégueulasse et qu'on distribue plein d'argent en sociaux, même pour des thèses qui, moi, me semblent inutiles, mais peut-être qui vont intéresser des gens. Bien sûr, évidemment. C'est de la connaissance pure et tout. Mais elle considère que c'est autant parasitaire de produire de l'analyse sur la série télé que d'être McKinsey. L'État subventionne via des sommes astronomiques des écoles de commerce qui forment littéralement des parasites. À quoi ça sert en fait? Tu vois ce que je veux dire? Cet argent-là, ça peut être totalement réorienté vers la formation, vers l'innovation. On dirait Agnès Pannier-Runacher, vers la formation, vers l'innovation, vers la magie. Tu vois, l'économie politique de Tatiana, c'est de dire tout ce qui est argent, ça vient de la production, donc c'est pris sur les producteurs, et donc ça sert à financer des parasites. Si les usines, elles sont pas ici, c'est parce qu'elles sont en Chine. Donc c'est pas l'argent qui travaille, c'est les enfants chinois. Va dire aux gens qui sont employés chez Stellantis que en fait ils sont des oisifs parce qu'ils mettent pas directement le boulon de la voiture. Tu vois, les gens ils sont pas oisifs. Les gens qui commandent des pièces, les gens qui s'occupent de faire le transit, etc. Même les gens qui sont designers au marketing, ils sont pas oisifs. Ça n'a aucun sens. Si tu es fonctionnaire et que tu vis de l'argent de l'État, bah, tu manges ce que les agriculteurs ont produit, ta maison elle a été construite par des producteurs, elle est réparée par des producteurs. Et la meuf n'est pas toujours pas capable de comprendre l'apport du secteur étatique, public, c'est-à-dire un secteur en dehors du secteur premier et secondaire de la consommation et de la production, comment cet apport-là a permis de dynamiser le capital. Tout ce que le capital n'a pas pu faire parce qu'il était limité justement par ses logiques concurrentielles et sa logique de profit à court terme, ça a été permis justement par la création de fonctionnaires qui ont permis de booster le capital. Tout le néolibéralisme et le Fordisme, que ce soit la période productiviste du Fordisme ou la période néolibérale, dépend de l'existence d'un secteur public non marchand, justement pour faire tourner les routes, les infrastructures, former les gens, etc. C'est-à-dire un capital pour lequel le capital ne dépense pas d'argent. Voilà. Donc considérer que le fonctionnaire est lui-même un type qui récupère de la valeur fabriquée par le capital privé, bah, là on est vraiment... Mais on n'est même pas dans le néolibéralisme, là.
qui sont des gens plus sérieux que ça. On est dans le libertarianisme le plus débile, tu vois. Imagine sûr. demain, La Poste, c'est pas des demain, producteurs pour elle. le capitalisme technocratique moderne sans les services postaux. Donc, incitation de formation. Et 3, la valorisation. Voilà, culturellement, valoriser les métiers manuels. Putain, c'est tellement beau, il y a 1, 2, 3 points. J'aurais pu faire une présentation PowerPoint, mais ça fait trop consultant. Je peux pas lire les PowerPoint, donc c'est mort. Mais voilà. Fait du YouTube, c'est. Va falloir un petit peu revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est manger, produire de l'énergie pour pouvoir produire les biens qui nous sont nécessaires. Voilà. Mais produire de l'énergie, juste, la France, c'est quand même le pays qui a la plus grosse boîte d'énergie du monde, EDF, mais j'ai l'impression qu'on la fabrique à l'extérieur. On en produit même trop, on est obligé de spéculer dessus, etc. Mais s'il y a bien un seul truc qu'on fait en France, c'est produire de l'énergie en Et l'énergie en produire à masse. bouffer aussi d'ailleurs, parce qu'elle dit produire. Produire à bouffer, on a la des plus trucs qu'on fait grosse. pas trop mal, hein. On a la plus grosse production agricole d'Europe, on a la plus grosse société en bâtiment, elle qui adore les maisons, Bouygues, Vinci, Eiffage, les sociétés de construction. Donc elle est complètement en décalage avec le concret, quoi. Effectivement, il y a plein de trucs qui méritent d'être pas produits en Chine parce que la surconcentration pose aussi des problèmes écologiques, etc. Mais il n'y a pas de supériorité morale d'une matière première, qu'elle soit fabriquée par un Français ou par un Chinois. Voilà. Le producteur, cet imaginaire du producteur fantasmé et abstrait que décrit Tatiana, est central par rapport au parasitisme. On n'est plus dans un rapport de classe, comme je disais, dans deux classes et dans une société construite par deux classes antagoniques. Et donc une classe doit se libérer d'une exploitation. Là, on est dans un rapport, on va dire, normal en soi, producteur, parasité par des gens qui ne devraient pas l'être. Et donc, en fait, on a un rapport de salubrité. Tatiana, on va nettoyer la société, revenir à une société saine. Et c'est quelque chose de très important chez Tatiana et dans le producérisme. Et non pas, on va essayer de dépasser un mode de production total par la libération d'une classe qui est la classe ouvrière. Ce qui est intéressant, c'est comment le producérisme est devenu un petit peu la clé pour capter une partie des classes productrices, comme ils vont dire, des classes ouvrières françaises, justement parce que, Michel Feuer l'explique très bien, la droite française est devenue très libérale, donc n'est plus apparue comme sauvegardant la classe ouvrière. Et donc, la logique de les producteurs contre les parasites est devenue à remplacer dans certaines parties de la classe ouvrière la logique de prolétariat et de bourgeois.